qui me disent, c'est qu'il faut que j'arrête de parler d'elle, que si je veux la revoir, il faut que j'arrête de parler d'elle sur les réseaux. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je ne t'abandonne pas. Je t'en fais la promesse. Je suis désolée. Allez. Tu m'as prouvé que je pouvais enfin être aimée, sincèrement. Et je t'en remercie. Je ne remercierai jamais assez pour l'amour que tu m'as donné en si peu de temps ensemble. Bonjour Grady da Silva. Bonjour, ça va? T'es bien stressée, hein? Ouais, ça se voit hein, quand même. Ouais, je sais. T'es stressée, mais parce que, enfin, moi j'ai découvert ton histoire, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Aussi, t'as commencé notamment TikTok pendant le confinement. Oui. Et t'as beaucoup parlé dernier temps des problèmes que tu rencontres parce que tu étais en couple avec une femme. Vous avez eu un enfant ensemble avec une insémination à la maison et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Oui. Cet enfant, tu la considères, Layana, c'est ça? C'est exactement ça. Comme ta fille. Et malheureusement, depuis que vous vous êtes séparés, tu ne peux plus voir cet enfant. Ton cœur est complètement brisé. Oui. Et je crois que c'est très important hein, pour toi aujourd'hui d'être là. Oui, pour moi, c'est très important justement d'apporter cette voix et surtout pour pour toutes les personnes qui vivent exactement la même chose que moi, pour leur montrer qu'on n'est pas seul et surtout pour appuyer sur ce genre de fléau qui est tout le temps constant, quoi. Quel fléau? C'est-à-dire de faire un combat ensemble, c'est-à-dire d'avoir un enfant ensemble et par la suite de couper tout lien avec le parent, enfin le deuxième parent, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucun ascendant sur l'enfant, tu n'as aucun droit. Je n'ai aucun droit sur l'enfant. Tu n'as que ton amour Oui. et tes yeux pour pleurer le fait que tu ne peux plus la voir. C'est ça. Ok, on va en parler. Mais je te propose dans un premier temps de te comprendre, de savoir d'où tu viens. On va prendre les bases et on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Ça te va? Oui, c'est parfait. Allez, on fait comme ça. Tu m'as confié, Grady, tu m'as dit de ma naissance jusqu'à mes 2 ans, je me suis fait battre par mes parents biologiques, ils ne voulaient pas de moi. J'ai failli mourir plusieurs fois. Oui. C'est dur. C'est très dur, oui. Qu'est-ce qui s'est passé de ta naissance jusqu'à tes 2 ans? Je sais que tu n'en as pas vraiment de souvenirs, mais tu as dû accéder à des dossiers qui t'ont permis d'avoir des informations. Après, détrompe-toi, j'ai tous les souvenirs, en fait. Ah. Je me rappelle de tout, de chaque instant, alors que j'étais un bébé. Hein. Mais ça m'a tellement marqué que du coup, j'ai ces images, ces flashs qui reviennent constamment. Quel flash, quelle image t'as Grady? L'image de quand j'étais avec mes parents biologiques. Donc moi, je suis née au Brésil. Du coup avec ma sœur jumelle et du coup je me rappelle qu'on était dans des endroits assez pauvres et surtout mes parents biologiques ils étaient jeunes, pauvres et drogués surtout. Et donc du coup quand ils s'ennuyaient, tout ce qu'ils avaient à faire c'était de nous maltraiter tout simplement. Et donc du coup moi on est né le 30 août et après quelques mois après en décembre on est parti à l'orphelinat. Qu'est-ce que vous subissiez pendant ces premiers mois de vie avec ta sœur jumelle? De la maltraitance. Après, je sais pas, est-ce que je détaille certaines choses ou pas? Si toi tu le sens, si tu en as envie, tu peux. Ouais, ok. Si tu ne le souhaites pas, tu ne le fais pas. Ok. Mais après, en fait, c'était, comment dire, c'était toujours de l'humiliation, de nous jeter à travers la pièce. Après, j'ai un souvenir, et c'est celui-là qui reste, on va dire, le plus gravé en moi, c'est qu'en fait, quand ils étaient défoncés, ils se faisaient tellement chier, pardon, je sais pas si je peux dire ça. Tu peux dire ce que tu veux. En fait, ils se faisaient tellement chier que du coup, quand ils étaient défoncés, ils nous prenaient chacun l'un l'autre. Et en fait, ils disaient, c'est moi qui vais le faire plus de mal. Ah non, c'est moi qui vais le faire plus de mal. Donc ils étaient en compétition chacun pour savoir qui allait faire le plus de mal à ma sœur et moi. Et en fait, arrive un jour où ils étaient complètement défoncés. Il y avait une petite cheminée avec le bois qui chauffait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, pourquoi pas les brûler à vif, comme ça, en fait. Donc du coup, je me rappelle qu'ils m'avaient attrapée. Et moi, je me débattais, j'avais tellement peur, hein, forcément, parce que j'avais très très peur.
Et en fait, ils ont pris le bout de bois. Et en fait, ils me tapaient avec le bout de bois brûlant, comme ça. Mais c'était du sadisme. Ah oui, oui, énormément. Là, on est dans du sadisme. Ouais. C'est de la perversion, faut être fou, psychopathe, pas humain. Ouais, vraiment. Et du coup, je pleurais parce que j'avais eu mal, forcément. Enfin, et ma sœur, elle me regardait. Je me rappelle le regard qu'on se lançait, du genre, je suis désolée, je peux rien faire pour toi, en fait. C'est incroyable. Et aussi petite, t'as en toi ancré toutes ces sensations, Ouais. ces souvenirs, ces flashbacks. Tu ressens l'émotion que t'avais. Attends. Elle est encore présente aujourd'hui, cette émotion? Ouais, des fois. Bah oui. T'en parles avec ta sœur jumelle? Alors, oui, on en parlait beaucoup. Ouais. Et justement, c'est ça qui nous a fait comprendre certaines choses, parce que forcément, j'avais des flashs, mais je savais pas si c'était réel ou si c'était pas réel. Ah, je savais. Attends. Tiens. Merci. En fait, donc en fait, ouais, c'est ça, c'est sous forme de flash qui arrivent. Et avec ma sœur, je disais, mais est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que toi aussi, tu te rappelles de ça? Et on disait, oui, oui, effectivement, ouais, ça s'est bien passé. Et forcément, ce jour-là, j'en garde encore des séquelles parce que du coup, j'avais la moitié de mon corps qui était brûlé. À l'heure actuelle, j'ai encore des taches de brûlure, que ce soit au niveau intime et surtout le corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fini plusieurs fois à l'hôpital parce que forcément, on était pas nourris. Et du coup, on était tout le temps frappés, quoi. Il y a quelqu'un qui a pu alerter les autorités? Ouais, tout à fait. En fait, c'est les grands-parents qui ont donné l'alerte en fait, aux services sociaux. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une dame qui était venue. Donc en fait, on était dans un comment dire, au fond du jardin. Enfin, de mes souvenirs, on était au fond du jardin. C'était une maison avec une toile, en tôle plutôt, en tôle. Et donc nous, on était là, et sauf qu'au bout d'un moment, les grands-parents, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, parce que du coup, on était toujours en train de pleurer, et eux, ils étaient complètement défoncés toute la journée. Et donc, ils ont donné l'alerte, il y a une dame qui est venue, et je me rappelle de l'avoir regardée, cette dame. Et en fait, elle m'a regardée, et elle m'a fait un clin d'œil, et je me suis dit, ah elle va venir nous sauver. Enfin, du coup, je regardais ma sœur, et je disais... en fait, c'est bizarre à dire, mais parce qu'après le lien de jumelles, on était très, très, très fusionnels, vraiment très fusionnels. Donc, c'était comme si on arrivait à se parler par la pensée. Donc, j'entendais ce qu'elle me disait. Je ne sais pas si c'est peut-être très bizarre, clair. mais c'est ce que je me rappelle, en tout cas. Et donc, je disais, ça y est, on va être sauvés. Et quelques temps après, on nous a amenés à l'orphelinat. En fait. Tu sais ce qu'ils sont devenus, tes parents biologiques? Ouais, j'ai eu quelques nouvelles il y a maintenant 2 ans. J'ai appris qu'ils étaient décédés. Tu l'as accueilli comment? Alors j'ai pleuré, mais d'un côté j'étais soulagée, mais d'un autre côté j'étais frustrée parce que j'aurais voulu savoir pourquoi ce qui s'était passé, quoi. Mais après d'un côté j'ai fait quand même un énorme travail pour pas rester sur le passé et de continuer ma vie et de me dire, parce qu'avant forcément j'avais la haine, j'étais une enfant brisée, j'avais envie de tout casser, j'avais confiance en personne. Et là, j'ai pris du recul. Je me suis dit, bon, ils étaient jeunes, c'était un endroit où on était pauvres, enfin, ils étaient pauvres, ils ne savaient pas quoi faire de... le résumé, c'est que je ne leur en veux pas à l'heure actuelle. Je ne leur en veux Malgré plus. tout ce que vous avez subi, malgré les atrocités que vous avez subies. Ouais. Et après, voilà, j'ai eu beaucoup de traumatismes du genre... par exemple, j'ai peur du noir, parce qu'en fait, on avait une grosse caisse. Et en fait, des fois, encore une fois, quand ils étaient défoncés, des fois, ils me mettaient dedans, donc c'était quand même assez petit, et ils me laissaient dans le noir pendant des heures et des heures. Enfermé? Enfermé, ouais. Comme dans un cercueil. C'est ça. Donc j'avais un petit trou, mais pendant des heures, je restais là, comme ça. Et c'est à l'âge de 2 ans que vous partez en orphelinat avec ta sœur jumelle? Alors, en fait, une première fois, donc c'est 5 mois après, pendant quelques mois, en sachant qu'on a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital, parce que du coup, pour malnutrition, violence, les services sociaux, tout ça, ils ont fait une première plainte au niveau
de la loi pour réprimander un peu mes parents biologiques, pour leur dire, écoutez, là, ce que vous faites, c'est pas bien. Donc là, pour l'instant, on va les mettre à l'orphelinat. On voit comment ça se passe, vous allez en désintox. Et par la suite, si tout se passe bien, vous pourrez reprendre les filles. Ok. Et c'est à l'âge de 5 ans que tu rencontres ta famille adoptive avec ta sœur jumelle. C'est ça, oui. Ceux qui sont venus pour vous adopter. Oui, c'est ça. Tu te souviens de ce jour-là? Je me rappelle comme si c'était hier. En fait, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à l'orphelinat, pour moi, c'était la délivrance. Donc j'étais super contente. Après, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont remis chez mes parents biologiques. Donc là, pour moi, j'ai subi ça comme une trahison. Je me suis dit, mais pourquoi ils nous remettent là-dedans? Je ne comprends pas. Donc, encore une fois, la maltraitance. On a fini dans le coma plusieurs mois. Et donc là, vraiment, c'était le summum. C'est-à-dire que là, ils nous ont fracassés, quoi. Là, c'était vraiment de pire en pire. Et donc, on a failli y passer. Et sauf là, du coup, les services sociaux, ils ont dit, écoutez, là, ça suffit, maintenant, ça suffit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils sont partis, en fait. Et la police les recherchait pour maltraitance et ils ont disparu. En sachant qu'entre-temps, ils avaient fait mon petit frère. Ils avaient conçu mon petit frère. Ah, ils avaient fait un troisième enfant? Un troisième enfant, ouais. Qui maltraitait également? Non, maltraitait pas. Parce que c'était un garçon. Et je pense que c'est... Parce que là-bas, les filles, c'était pas réellement considéré, en fait. Tout le monde voulait avoir des garçons pour travailler, voilà, tout ça. Les filles, elles n'étaient pas considérées, ils ne voulaient pas de filles. Quelle impression tu as quand tu découvres ta famille adoptive avec ta sœur jumelle pour la première fois, Grazi? J'avais pas confiance. Ah. En fait, ça faisait plusieurs familles qu'on rencontrait. Moi, je voulais pas être adoptée, forcément, je n'avais pas du tout confiance. Ma sœur, elle était plus enjouée que moi. Donc moi, je sabotais tous les rendez-vous, en fait. Je me faisais passer pour la fille exécrable, l'enfant difficile et tout, alors que ce n'était pas du tout mon cas. J'étais quelqu'un de très calme, très posé. J'analysais beaucoup les choses autour de moi. Et ce jour-là, donc mes parents adoptifs qui m'ont adoptée, intuition de ouf. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai dit, je la sens pas. Je la sens pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Et quelques temps après, les éducateurs à l'orphelinat, ils ont dit, écoutez les filles, ces parents-là, est-ce que ça vous dirait qu'ils vous adoptent? En plus, ils sont en France, c'est un beau pays, vous allez être bien, ils sont riches. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'en ai rien à foutre qu'ils soient riches. Vous parliez pas français en plus? On parlait pas français. Mais je comprenais un peu et je me rappelle que je parlais portugais et français et je traduisais à ma sœur un peu. Et donc voilà, moi, je voulais pas. Et sauf que mes parents, vu que j'étais super réticente, ils voulaient que ma sœur, en fait, au début. Et sauf qu'ils ont dit, écoutez, c'est impossible, c'est soit vous prenez les deux ou soit rien du tout, parce qu'on était comme ça. Et on dit, avec le passé qu'elles ont eu, impossible, vous ne pouvez pas les séparer. Donc ils ont dû nous prendre toutes les deux. Mais c'est déjà, pardon, mais horrible Ouais. de penser à séparer deux sœurs jumelles Ouais. en disant, je souhaite en prendre qu'une sur les deux. Ouais. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive des fois. Et sauf qu'on était tellement fusionnels, c'est impossible, on ne pouvait pas se séparer, on était comme ça tout le temps, toutes les deux, Ok. impossible. Résultat, finalement, ça se fait. Donc ça se fait. Le truc, c'est que moi, forcément, le jour J arrive, moi, je me tenais aux portes, je hurlais, je faisais pleurer tous les enfants. Et elle m'a dit, Grazi, il faut que tu y ailles maintenant, c'est ta famille adoptive, ça va être tes parents. Et moi, je dis, non, je veux rester ici. J'ai dit, je veux pas. Ma sœur, allez, viens, Grazi, on rentre dans le taxi et tout, ça va être une nouvelle vie en France, t'imagines? J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, ils m'ont forcé, ils m'ont mis dans le taxi. Eux, ils nous attendaient à l'hôtel, parce qu'en fait, on ne pouvait pas partir en France de suite. Il fallait attendre 30 jours, le temps de faire les papiers pour l'adoption, tout ça. On arrive à l'hôtel, et les quelques jours après, l'horreur a commencé. C'est-à-dire que ma mère adoptive, elle a commencé à nous faire des frayeurs. On était dans un hôtel super haut, donc il y avait une 40aine d'étages. Et avec ma sœur, on s'amusait, quoi, à jouer à cache-cache et tout. Et ma mère adoptive, elle arrive et elle dit... je dis, elle est où ma sœur et tout? Et elle fait, elle a sauté. Elle a sauté de la fenêtre de l'hôtel. Et du coup, moi je commence à paniquer, je fais comment ça? Et elle me dit saute, va la rejoindre. Vous aviez quel âge? Là, on avait 5 ans et demi.
5 ans et demi à ce moment-là. Possible. Et donc moi j'avais peur. Et donc je me suis dit non, non, mais je lui dis mais non, elle a pas sauté. Donc je commence à gripper pour, enfin je hurlais quoi. Je dis ma soeur et tout. Et donc quand je commençais à aller à la fenêtre pour sauter, enfin pour voir où est-ce qu'elle était quoi. Donc mon père adoptif il est vite arrivé, qu'est-ce qui se passe Et en fait ça a commencé à partir de là. Par la suite, je ne sais pas pourquoi, des fois elle s'énervait. Ou soit, maintenant je le sais avec le recul, je sais qu'elle avait une jalousie envers mon père adoptif. Parce qu'on s'entendait très bien avec lui, on était super contentes. Lui ne vous faisait pas ces frayeurs-là? Non, non, non. En fait, pour te dire la vérité, en gros, lui, il voulait adopter, elle non. Donc lui, c'était son rêve d'avoir des enfants, et il vivait son rêve, quoi. Et, euh, et je me rappelle qu'un jour, ma mère adoptive, elle était super en colère contre moi. Elle m'a attrapé la main, du coup, et elle m'a mise à la porte, comme ça, et elle a fermé la porte, comme ça. Donc du coup, bah, je m'étais cassé l'ongle. Et en fait, plusieurs fois, après, enfin, c'était que de l'humiliation, encore une fois. Elle me pinçait. Et ça, c'était le début. Hein. Ce n'était que le début. Oui, parce qu'elle a essayé de t'empoisonner. Oui, ça a été vraiment plus tard après. Vraiment plus tard après. Mais par la suite, donc nous, on s'est dit, oula. Enfin, moi, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On nous a encore remis dans un truc bizarre, quoi. Et je me suis dit, merde. J'ai dit, je le savais. J'ai dit, je le savais. Je savais qu'il allait se passer un truc. Et, euh, et sauf qu'en fait, ma mère, enfin, de temps en temps, il y avait des éducateurs Qui qui venait. venaient voir, des assistantes sociales, qui venaient voir si tout allait bien, voilà. Et en fait, ce qu'elle faisait, ma mère adoptive, c'est qu'elle nous briefait. Elle me briefait, elle me dit, écoute-moi bien, si tu dis quoi que ce soit, elle me dit, je te tue, je te tue. Et donc nous, on dit, oui, oui, d'accord, ok. Et donc du coup, arrive l'assistante sociale, et j'essayais de faire des gestes, des gros yeux, pour qu'elle capte quelque chose. Et en fait, ma mère, elle se mettait bien à côté de moi, ma mère adoptive, et elle me pinçait super fort, pour pas que je parle. Donc du coup, je me rappelle son pincement comme ça, et moi j'étais là, elle me dit, alors comment ça va, Grazier? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que... Et moi je disais, oui, 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 tout va bien, tout va bien. Et elle me pinçait derrière. Et enfin voilà, c'était que des trucs comme ça. Et Et ça a duré pendant combien de temps? ça a duré de 5 ans et demi jusqu'à 10 ans. C'est là où je me suis rebellée. On s'est rebellé, on a dit c'est bon, ça suffit maintenant. Maintenant, si elle nous frappe, si elle nous fait quoi que ce soit, maintenant, on saute, on s'en fout. C'est bon, on se laisse plus faire. C'est pas notre destin de tout le temps se faire frapper en fait. Et, euh, et donc, ce qu'elle faisait le soir, elle venait nous voir, elle venait s'asseoir à côté de moi. Moi, j'avais peur, hein, mais vraiment, j'étais traumatisée. Je me suis dit, putain. Et c'est pour ça que je dormais plus. Et je pense à l'heure actuelle, c'est pour ça que je suis insomniaque maintenant. Parce que je suis sur le qui-vive tout le temps. Oui, bah ton corps, il a gardé en mémoire, Voilà, ton esprit. voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que j'ai peur du noir. Et voilà. Et elle arrivait, bipolaire, vraiment. Hein. Après, par la suite, j'ai vu qu'elle avait un problème. Elle est arrivée comme ça, elle faisait coucou ma chérie. Donc au début, ouais, moi, je dis oui, coucou, ouais. Et après, d'un coup, elle commençait à m'étrangler. Elle m'étranglait jusqu'à que je suffoque et jusqu'à que j'arrive plus à respirer. Et après, elle rigolait, quoi. Voilà. Mais ça, c'est incroyable aussi, parce que qu'est-ce que j'en entends des histoires où des parents adoptifs font des sévices sur les enfants qu'ils adoptent. Mais Ouais. quel est l'intérêt? N'adopte pas. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi faire ça alors que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant? Et à chaque fois, elle venait, elle me dit, alors à partir de maintenant, vous n'allez pas m'appeler maman, mais vous allez m'appeler madame. Est-ce que c'est bien compris? Et moi, je dis, oui, oui, madame. Du coup, on était là, on était traumatisés, traumatisés. Et le père, il voyait rien. Ben, au début, en fait, ouais, il voyait rien parce qu'elle faisait tout derrière son dos. Donc lui, il travaillait, il était routier, donc il partait le matin tôt, il revenait le soir à 20 h. Donc pendant toute la journée, on subissait des traumatismes, quoi, de la maltraitance. Euh, et jusqu'à un moment où j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Grosse crise, mais j'ai cru que j'allais mourir. C'était le dernier jour où j'arrivais plus à respirer. J'étais là, j'avais peur qu'elle me tue, vraiment. Et du coup, mon père, il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu lui fais, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui disais, papa, s'il te plaît, aide-moi et tout.
Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'arrivais pas à respirer. Ça va aller. Tu revis ce qui s'est passé? Ouais, Ça te le fait souvent? tout le temps. Surtout ces derniers temps, ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. Mais après, tu vas comprendre pourquoi c'était encore plus compliqué ces derniers temps, du coup. Allez, je vais avoir les yeux rouges et tout, j'aime pas. Et à partir de là, en fait, j'ai dit, papa, s'il te plaît, en fait, voilà, elle nous fait ci, elle me fait ça. Et il me dit, mais non, mais comment c'est possible? Mais non, elle fait pas ça. Je dis, si, je te jure, c'est vrai, crois-moi, s'il te plaît, et tout. Et du coup, je dis, j'ai peur, j'ai peur. Quand tu vas au travail, j'ai peur. Après, ce qu'elle faisait, c'est pareil, encore une fois, parce qu'on habitait à la ferme et on avait une, une fenêtre. Et pareil, à chaque fois, elle me disait, allez, saute. Et elle me forçait, donc elle me mettait à la fenêtre, donc il y avait 2 étages, quoi. Et elle me disait, allez, vas-y, saute. Et moi, je disais, mais non, j'ai pas envie de sauter. Donc elle me faisait peur comme ça. Et, jusqu'au moment, des fois, où je me suis dit, bon, ok, je vais sauter, parce que j'étais un peu coincée, quoi. Puis Et t'étais surtout une enfant. oui, voilà. Et donc, j'avais peur, forcément. Et, et après, elle me disait, mais non, allez, reviens, reviens. Donc, il y a eu ça. Elle jouait avec toi, hein. Ouais, elle me faisait très peur. Et j'avais vraiment peur, très, très peur. Avant d'aller à l'école, c'était pareil. Des fois, elle me parlait et après, elle me crachait dessus. Elle me mettait des tartes. J'ai dit, mais j'ai rien fait. Pourquoi tant de haine, en fait? Je ne comprenais pas. En fait, c'est toujours ça. Je dis, mais pourquoi tant de haine envers moi? Parce que du coup, j'étais vraiment une gosse, mais je faisais chier personne, quoi. J'étais tranquille dans mon coin. Je... Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, c'est comme ça, c'est mon destin. Je vais devoir vivre comme ça toute ma vie, à me faire tabasser, à me faire humilier, parce que c'est comme ça. Et c'est à l'âge de 15 ans, c'est ça, Grady, que tu fais les démarches pour quitter cette famille adoptive. Enfin, on peut en tant qu'enfant dire mais je veux plus que ce soit ma famille adoptive, je veux tout arrêter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en vrai, il y a eu tellement d'épisodes, mais je vais abréger un peu parce que c'est super long. Mais du coup, il est arrivé trop de maltraitance, trop d'humiliation. Arrive 15 ans, je fais de l'anorexie mentale par rapport à ce qu'elle m'a fait. Oui, là où elle a essayé de t'empoisonner. Voilà, à ce moment-là. Donc là, j'avais 15 ans. Comment elle a essayé de t'empoisonner? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'un jour, j'arrive du collège et elle me dit, il y a des pâtes et tout dans le frigo. Je dis, ok. Je mange les pâtes et c'est vrai qu'elles avaient un goût très bizarre. Donc, pas plus. Et sauf que après, je suis repartie au collège. Un mal de ventre. J'ai fait que vomir. J'étais vraiment pas bien. Au final, je suis partie à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Je rentre chez moi et en fait, elle me dit, tu sais, les pâtes. Elle me dit, c'est moi qui t'ai mis quelque chose dans le truc. Elle me dit, tu sais quoi, la prochaine fois, je dis, je me louperai pas. Et du coup, là, j'ai compris. Je savais qu'en fait, c'était elle qui essayait de me tuer, quoi, encore une fois. Et donc, j'ai essayé j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit, mais non, tu dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est à partir de là où j'ai fait une anorexie mentale. Je ne mangeais plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. On a dû me perfuser parce que je mangeais plus. Je mangeais plus du tout Oui, tu à as la développé cantine. une phobie Voilà, une alimentaire. phobie, trouble alimentaire. À l'école, je ne mangeais plus. Donc j'étais comme ça. Je m'évanouissais en classe. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ma soeur, elle, on était solidaires, donc elle aussi, elle se nourrissait plus. Et forcément, on était toutes les deux en train de s'évanouir en classe. Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe là, les jumelles là, qu'est-ce qui se passe, quoi? On arrivait, on a fait des bleus, enfin bref. Et donc c'est à partir de là que l'assistante sociale, elle a dit, Gracie, tout se passe bien à la maison, en sachant que j'avais des bonnes notes et tout. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, j'étais bien, j'étais contente, j'étais heureuse. Personne ne pouvait s'imaginer tout ce qui se passait à la maison, quoi.
Et du coup, bah, c'est à partir de là où l'assistante sociale a dit tu sais, tu peux me parler, tu peux nous dire ce qui se passe. Et après, au final, bah, j'ai fini par en parler. Et pour en arriver du jour où j'ai décidé de partir à l'âge de 15 ans, en fait, c'est parce que je suis arrivée à un stade, parce que j'ai fait plusieurs tentatives pour partir de la vie, quoi. Et j'ai dit plus rien à perdre. Elle avait encore essayé de m'humilier. Et en fait, j'ai pété un câble. J'ai pris un couteau. Et en fait, je voulais me venger, quoi. Je voulais la tuer. Et heureusement que ce jour-là, il y avait ma sœur. Elle m'a dit non, fais pas ça. Tu vas tuer ta vie pour elle. Tu ne le mérites pas, tout ça. Et j'ai dit j'en ai plus rien à foutre. J'ai dit si c'est comme ça, je veux plus vivre. J'en ai plus envie. Donc là, ma mère adoptive, elle a eu très très peur. Elle appelait les pompiers parce qu'à chaque fois c'était ça. Elle me faisait passer pour la délinquante devant tout le monde. Et elle me dit voilà, regardez Grazi, elle est comme ça, elle est comme ça. Et en fait, j'avais personne ne m'écoutait. Je leur disais tout ce qui se passait. Enfin, j'essayais avec mes mots, mais personne ne m'écoutait en fait. Donc je me suis dit c'est pas possible. J'ai dit mais je suis folle. J'ai dit mais je suis folle. J'ai dit mais c'est quoi ce monde en fait. Et là, ben voilà, j'ai pris le couteau, j'ai dit écoute-moi, maintenant c'est bon, voilà. Elle appelle les pompiers, les gendarmes, tout le monde. J'ai dit écoutez-moi bien maintenant. J'ai dit vous allez me trouver un endroit. J'ai dit sinon je la bute. J'ai dit j'en ai plus rien à foutre. Je la bute. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'explique. Je dis ça fait des années que je vous dis qu'elle me maltraite. Ça fait des années que je vous dis ci, que je vous dis ça. Personne ne réagit en fait. Donc ben, ils ont eu peur. Ils ont dit oui, oui, t'inquiète pas, on va te trouver un endroit. T'en fais pas. Je dis ben ouais, il y a intérêt. Quelques jours après, ils trouvent du coup un lieu de vie. Un foyer? Un foyer. Donc, parce qu'en fait, ma mère, elle se battait justement, ma mère adoptive, elle se battait pour me mettre dans un foyer justement. Et ta sœur? Ma sœur, elle est restée là. Elle est restée avec, avec mes parents. Et sauf que mon père, il disait, il est hors de question que tu la mettes en foyer. Elle n'ira pas en foyer parce qu'on l'a pas adoptée pour qu'elle finisse dans un foyer. Et, euh, et moi, je disais à mon père, je dis papa, j'ai pas envie d'aller en foyer. Je suis pas une délinquante. Je suis tranquille. Moi, je veux juste faire mes études et c'est tout en fait. Je veux apprendre à vivre. Il me dit non, non, tu n'iras pas dans un foyer. Je vais dans cette famille d'accueil. Et en fait, le premier contact, ça s'est super bien passé. Et j'ai dit, bah, c'est là que je veux être. J'ai dit, je veux être là. Les dames avec qui j'étais, elles ont été adorables avec moi. T'es encore en contact avec elles? Ouais. Oui, Tu leur parles? oui, Elles t'aiment? oui, Tu les aimes aussi? énormément. Et c'est là que tu t'es dit, mais en fait, je reçois de l'amour, quoi, je suis choyée, on fait Ouais, attention à moi, c'est tout ce ça. que tu n'avais jamais connu. C'est ça, en fait. Pour moi, j'étais complètement paumée à ce moment-là. Tu as réalisé que tu n'étais pas folle aussi, Ouais, hein? ouais, ouais, carrément. Et en fait, elles ont été touchées par mon histoire. Et elles m'ont dit, en fait, Grazi, on va t'aider. On va t'aider, Tu as juste à nous dire ce que tu veux et on sera là pour toi. Et c'est pour ça que ces dames-là, vraiment, j'en serai reconnaissante toute ma vie. Hmm. Je suis touchée. Mais c'est ça l'amour véritable, en fait. Ben, c'est là que j'ai vraiment compris la vie et que je pouvais être aimée, en fait. Bah, tu C'est croyais la que première personne fois. pouvait t'aimer? Ouais, ben oui. Forcément, je me suis dit, mais c'est quoi mon problème, en fait? Je me dis, pourquoi tout le monde me rejette? Pourquoi tout le monde... Puis tu devais finir par te détester toi aussi? Ben, c'est ça. Je me détestais. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, j'y travaille. Hein. Bah, bien Franchement, j'y sûr, et travaille ça va être encore un énormément. long travail, hein. Ah oui, ça va être C'est très, très long. traumatisant ce que tu as vécu. Ça va être très long, mais j'en suis consciente. Donc, je le sais. Ça fait des années que je travaille là-dessus parce que, comme je le dis souvent à travers mes réseaux sociaux, c'est que je ne veux pas avoir la haine. Je ne veux pas. C'est dur, hein, parfois. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Je, je veux encore avoir cet espoir en l'humanité. Avoir l'espoir que les gens ne sont pas tous mauvais, même si Ah oui, c'est très compliqué. Mais en fait, à chaque fois, quand il y a une personne qui est mauvaise, les gens, des fois, ils disent non, elle ne lui parle pas, c'est une mauvaise personne, nanani, nanana. Je dis mais pourquoi? Elle m'a rien fait, cette personne. Pourquoi tout de suite? Moi, en fait, même si la personne, elle peut avoir un côté mauvais, je vais toujours essayer de voir le bon côté de cette personne. Et j'ai toujours été comme ça, d'aider les gens. Voilà, enfin, d'être moi, quoi. et t'as réussi, Grady, à couper complètement le contact avec cette femme? Oui. Désolé, j'arrive pas à dire ta mère, hein. Ouais, mais même moi, ça m'écorche Mais parce que moi, je l'appelais pas maman ou quoi que ce soit, je l'appelais par son prénom. Et, et en fait, à partir de
à l'âge de 16 ans, parce qu'en fait, les services sociaux, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, ils veulent toujours absolument garder le contact, le lien avec les parents. Alors que moi, je leur disais, je ne veux plus de lien avec ces gens-là, en fait. Je ne veux plus de lien parce elle m'a traumatisée. Et sauf que les gens n'ont pas compris ça. Enfin, les services sociaux, ils ne comprennent pas ce genre de Donc truc. ils te faisaient quand même les voir un peu le Voilà, week-end? ils me les faisaient voir. En fait, c'était Dans dans des des lieux pièces, neutres? voilà, dans des lieux neutres, exactement. Et en fait, au début, je ne parlais pas de tout ce qu'elle me faisait. Je n'en parlais pas. Et sauf elle utilisait ça, elle me faisait encore plus passer pour la délinquante. Donc, du coup, je dis, ah ouais, je dis, ok, mais pourquoi je suis une délinquante selon toi? Pourquoi? Pourquoi je ne te respecte plus? Pourquoi je te sidère plus, enfin, je te considère plus, quoi? Je dis, bah, dis-leur. Je dis, il y a tous les éducateurs là, dis-leur ce que tu me faisais. Et donc, elle était là, mais de quoi tu parles? J'ai dit, ah, tu sais pas de quoi je parle? Tu t'es sûre de toi? J'ai dit, toutes les fois où tu m'as humilié, tu m'as craché dessus, toutes les fois où tu m'as étranglé la nuit, toutes les fois où tu m'as mis des tartes sans aucune raison valable, toutes les fois, voilà. Dis-leur. Et elle me dit, non, mais alors là, Grazi, non, faut pas que tu confondes ton ancienne vie avec tes parents biologiques et ta vie avec nous. J'ai dit, non, 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 non. Et ce jour-là, il y avait mon père. Il y avait mon père, donc forcément, moi, ce que je fais, parce que, encore une fois, j'avais l'impression d'être une folle, hein. Tout le monde me regardait. Et donc là, je regarde mon père. Du coup, je lui dis, papa, dis-leur quoi. Dis-leur ce qui s'est passé. Il l'a dit? Non. Et c'est ça qui te fait encore plus mal? Ouais, c'est ça qui m'a tuée. Ah bah oui. Et il a dit, non, non, Krazy, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu mens. Et là, en fait, mon monde s'est écroulé. Parce que je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Le seul soutien que tu pensais pouvoir avoir, tu l'avais perdu. Ouais, je l'avais plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tout cassé dans la pièce. J'étais en rage, j'ai tout cassé, vraiment. Et à tes 18 ans, tu peux, toi, te couper complètement. Du coup, c'est à partir de l'âge de mes 16 ans que j'ai fait une demande au juge des affaires familiales. Ok. Je leur ai dit, écoutez, je ne veux plus. J'ai dit, j'ai des crises d'angoisse tout le temps. Je ne veux plus la voir, cette femme. Je ne veux plus. Je ne veux plus le voir non plus. Il ne m'a pas protégée. Je ne le veux plus. Donc à partir de mes 16 ans, j'ai fait la demande. Mon père adoptif, il voulait quand même garder le contact avec moi. En fait, lui, malheureusement, le pauvre, il n'arrivait pas à se situer dans l'histoire. Maintenant, je le comprends. Mais quand j'étais petite, du coup, je me dis, mais pourquoi il ne me protège pas? Et en fait, il m'aime pas. C'est dur, hein. Et du coup, à partir de là, moi j'ai fait mon petit bout de chemin avec mes éducatrices. Elles m'ont énormément aidée. Moi, je leur ai dit, quand je suis arrivée, en fait, j'avais mon parcours de vie. Je voulais faire des études, je voulais tout obtenir, mais j'étais pas dans les bonnes conditions. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir une vie si je ne suis pas dans les bonnes conditions, en fait? Pour te dire, Sam, je signais mes propres 20 sur 20, tu vois ce que je veux te dire? Ils s'en foutaient royal de moi. Je signais mes trucs. Et à partir du moment où le juge te permet de t'émanciper, Ouais, on est d'accord que tu les vois plus. je ne les vois plus. Et à ce jour, tu les as plus jamais revus? Ma mère adoptive, non, je ne l'ai plus jamais revue. Mon père adoptif, je l'ai revu petit à petit, mais sauf que c'était compliqué. On n'arrivait pas à créer ce lien et moi j'avais toujours cette rancœur Bah, bien sûr. de me dire tu m'as pas protégée, quoi. Aujourd'hui, on est d'accord, ils sont en vie? Mon père adoptif, il est décédé là il y a pas longtemps. D'accord. Ça a été une douleur pour toi? Avec des regrets? Un petit peu, ouais. En fait, l'année dernière, il a essayé de. En fait, ils ont divorcé et il a essayé de me contacter par Facebook. Il m'a dit voilà, j'aimerais reprendre contact avec toi. Et en fait, moi, je l'ai bloqué. Mais tu peux pas t'en vouloir. Non, peux pas t'en maintenant, vouloir, non, Grady. maintenant, je m'en Hein? veux plus. Ça, tu l'as compris, Ouais. d'accord? Ouais, ouais. Tu avais Mais en fait, besoin de lui aussi à un moment donné. c'est ça. Et c'est qu'en fait, je me suis dit, merde. Après, il savait ce que je le reprochais. Mais je me suis dit, je suis pas prête pour l'instant. J'ai dit, là, je suis en train de faire ma vie. J'ai pas envie que le Bien passé sûr. revienne. Mais ça veut dire que cette mère adoptive, Ouais, elle, j'ai plus aucun lien. t'as plus aucun lien, mais potentiellement, elle peut te voir sur les réseaux sociaux. Potentiellement, elle peut voir
cette interview. Peut-être. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je me dis de quoi? Si elle voit ma vidéo, franchement, je sais même pas. Tu penses qu'elle pourrait mesurer Non, non, parce tout qu'elle ce que tu as était... vécu, tout ce que tu as subi? Non, non. Elle n'était pas dotée de ce caractère, en fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis du genre à vouloir toujours tout comprendre. Pourquoi les gens agissent comme ça? Donc, j'ai essayé de chercher. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit comme ça? J'ai essayé de comprendre. Mais après, j'ai compris qu'elle était complètement malade, en fait. Et qu'elle avait une jalousie maladive. Et que du coup, elle pouvait pas me saquer parce que j'étais super proche de mon père et qu'elle supportait pas ça, en fait. Et c'était... en gros, elle lui disait, c'est soit ta fille ou soit moi. Et ta sœur jumelle, elle est encore en contact avec cette mère adoptive? Non, je Toi, ne tu sais es pas. encore en contact avec ta sœur? Non. À cause de tout ça? T'as mal vécu le fait qu'elle reste malgré tout ce que toi t'as vécu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est plutôt l'inverse, c'est qu'elle m'en a beaucoup voulu d'être partie. Ah, Parce que j'étais très maternante avec elle. donc elle s'est sentie aussi abandonnée? Et t'as des regrets par rapport à ça? Après, c'est vrai que le sujet de ma soeur, c'est très compliqué. On l'aborde pas si tu Ouais. veux. Ouais, non, c'est trop. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ouais, c'est un peu compliqué avec ma soeur. En devenant une femme, Ouais. en grandissant, Mm. t'arrives malgré tout ce que t'as vécu à te dire qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer, à donner de l'amour toi aussi? Non, je n'y crois plus. En fait, je suis bloquée. Parce que du coup, je me dis toujours, les gens, ils vont partir, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc du coup, je suis bloquée, en fait. Mais, J'arrive pas. mais pourtant, à l'âge de 21 ans, tu tombes complètement amoureuse Ouais, complètement. d'une jeune femme Mm. et tu m'as décrit au téléphone cette relation comme étant ta plus belle histoire d'amour, mais Ouais. aussi la plus toxique Ouais, c'est ça. que tu as jamais vécue. Oui. C'est devenu rapidement conflictuel malgré le fait que ce soit très fort entre vous? En fait, déjà, je m'attendais pas du tout à me mettre en couple avec elle, parce que de base, elle était hétérosexuelle. Et coup de foudre. Je sais pas comment l'expliquer, mais un coup de foudre incroyable. Et en fait, dès le début, ça a toujours été très fluide entre nous. Voilà quoi. Et comment dirais-je? Je pense que j'ai été attirée aussi par elle parce que elle avait une certaine fragilité. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les gens un peu fragiles. J'avais toujours ce besoin de vouloir les aider, de tout le temps les sauver, quoi, en quelque sorte. Et j'ai compris que ça, c'était le syndrome du sauveur, de toujours vouloir sauver les gens, parce que moi, on ne m'a pas sauvée. Donc ça a été très fusionnel. Ensuite, il y a eu le confinement. Donc le confinement, on était tout le temps ensemble, quoi, en fait. Tout le temps, tout le temps. Vous emménagez ensemble, elle achète une maison, Voilà. mais pas à deux, hein, vous achetez pas à deux. Non, pas à deux. Donc moi, je l'ai toujours aidée dans ses projets, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours accompagné. Parce que justement, elle n'avait pas confiance en elle. Donc je lui dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va faire ci, on va faire ça. Pas de souci, je suis là, quoi. Et en fait, après le confinement, ben forcément, je pense que ça a créé beaucoup de conflits dans plein de couples après le confinement. Puis toi, tu te mets sur les réseaux, tu te mets sur TikTok. Voilà, en fait, il faut savoir que ça faisait 2 ans, donc j'emménage avec elle, mais ça faisait 2 ans que j'étais en dépression parce que je me suis fait opérer du dos. Et du jour au lendemain, on m'a dit, tu ne peux plus rien faire. Donc moi, je faisais de la danse, je faisais du sport, je faisais plein de choses. Voilà. Et on m'a dit, du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. Donc, tu as trouvé dans les réseaux sociaux ce qui te manquait Voilà, et tu as retrouvé quelque part une adrénaline que tu ne pouvais plus avoir à côté. c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est trop bien, c'est quoi ce TikTok et tout. J'ai dit, bah, allons-y, on va essayer de voir pour reprendre un peu confiance en moi, parce que j'avais perdu encore toute la confiance que j'avais acquise. Et du coup, en fait, ça perce en quoi, même pas une semaine, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Et les gens, ils adoraient les danses que je faisais à l'époque. Tu reprends un peu toutes les trends qui se Voilà, font. exactement. Et sauf que j'ai dit, oh regarde, c'est trop bien, c'est un truc de fou ce qui se passe. Regarde, les gens, ils adorent me voir danser et tout. Et elle m'a dit non, non, mais non, en fait, elle n'était pas d'accord avec ça. Un peu de jalousie peut-être? Oui. Avec du Ouais. recul peut-être que Oui, tu oui. l'as compris. Ah oui, maintenant, oui, Voilà. j'ai compris la jalousie. Et donc, en fait, avant d'emménager avec elle, j'ai dit, écoute, moi,
j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis quand même assez solitaire, j'ai pas confiance. Donc là, si je décide de me mettre en maison avec toi, la seule chose que je ne veux pas que tu me fasses, et ça, s'il te plaît, je veux que tu me le promettes, c'est que tu ne me mettes pas dehors du jour au lendemain. Parce que j'ai dit, moi, je n'ai personne et je ne saurais pas comment rebondir, en fait. Bah, tu as besoin d'une certaine sécurité aussi, Exactement, psychologique, matérielle, exactement. c'est normal. Et je n'avais rien, donc et elle me dit, bah, bien sûr que non, jamais je te ferai ça. J'ai dit, non, mais j'ai dit, promets-le-moi. Elle me l'a promis. Arrive le confinement, le TikTok. Et un jour, elle vient me réveiller, elle me dit, je t'ai préparé tes affaires, tu te casses. Et donc moi, je lui rigole au nez, je lui dis, arrête. Si, c'est bon, j'ai appelé tes meilleurs potes, tu te casses en fait. Et donc là, je réalise, j'ai dit, attends. J'ai dit, t'es pas en train de me faire ce que je t'ai demandé de ne pas me faire. Elle me dit, non, mais elle me dit, tu dégages, sinon je demanderai à mon père qui te dégage en fait. Là, ben, je m'effondre, je prends les affaires, je suis restée un peu... Quoi, j'ai dit, ben, ok, donc je pars. Pendant un mois. Elle a regretté, elle m'a dit, reviens à la maison, s'il te plaît, nanani, s'il te plaît. J'ai dit, pour moi, on n'est plus ensemble. Donc là, on a eu notre première rupture à ce moment-là. Ok. Et Mais tu reviens. je reviens parce que oui, je l'aimais. Et encore, en fait, j'ai eu le cœur brisé à ce moment-là. C'est à partir de là que les choses ont dégringolé parce que j'étais folle amoureuse. Mais d'un amour que j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Mm. Et en fait, ben, je reviens. Et elle me dit, je suis désolée, je ne referai plus jamais ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Grazi, là, il faut que tu bouges. En fait, il faut que tu te fasses de l'argent parce que c'était compliqué. C'était elle, c'est vrai, qui gérait un peu plus le côté finance parce que le temps que je ressorte de mon opération, c'était compliqué pour T'étais trouver en le travail. convalescence. Voilà. Donc j'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve de l'argent. Il faut que... Parce que si elle me le refait, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, j'avais une certaine crainte, quoi. Je me suis dit, j'étais en stress tout le temps. J'étais en stress, j'ai dit, voilà, si elle me le refait. Donc tous les jours, j'ai dit, il faut que je fasse un truc. Donc après, j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux, À gagner ton argent sur les à réseaux gagner mon sociaux. argent, voilà. Donc avoir aussi ta propre indépendance Ouais, et l'esprit un peu plus libre. c'est ça. Mais en fait, elle ne supportait pas. Elle ne supportait pas que je gagne plus d'argent qu'elle. Elle ne supportait pas que je vois des amis. Elle était très, très, très jalouse. Elle se mettait dans des états pas possibles quand je sortais. Donc elle faisait en sorte de me faire culpabiliser pour pas que je sorte. Donc du coup, je ne sortais plus parce que je me suis dit, c'est bon, en fait, j'ai pas envie qu'elle me prenne la tête. Ok, je reste à la maison, il n'y a pas de souci, je reste avec toi, ok, aucun problème. Et malgré cette situation, malgré les disputes, malgré la rupture, c'est là qu'elle t'aimait le souhait d'avoir un enfant? Oui. Donc elle me parlait, ça faisait un moment quand on s'est rencontrés, on se disait nos rêves, on parlait de nos rêves. Elle me dit, mais moi j'aimerais avoir un enfant. Et j'ai dit, moi j'aimerais retrouver ma famille au Brésil et découvrir le monde. Enfin voilà, elle savait, on savait ce qu'on voulait. Toi, t'étais pas forcément pour avoir un enfant. Non, je n'étais pas prête. Pardon. Je n'étais pas du tout prête et elle le savait. J'ai dit, écoute, moi je lui avais dit mon traumatisme, elle connaissait toute ma vie. C'est la seule personne à qui je me suis tellement confiée par rapport à ça. Personne ne sait. Tous mes traumatismes, personne, même des gens qui me connaissent depuis longtemps ne connaissent pas ma vie. Donc là, c'est pour ça que c'est dur en fait d'en parler parce que personne ne sait. Et donc elle savait cette peur. Moi, je lui avais dit, voilà, moi j'ai peur que, imagine, si j'ai un enfant, moi, imagine, je le maltraite, cet enfant. C'était ma peur, ma phobie, vraiment. Et je voyais des documentaires qui disaient, oui, l'enfant maltraité reproduit tout le temps Le schéma. voilà. Alors que c'est faux. Hein. C'est faux. Heureusement, j'ai bien compris que c'était faux, mais j'étais là, omnibulée par ça. Je me disais, oh là là, et tout. Moi aussi, je vais être une psychopathe. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail en amont depuis que je suis plus jeune, à me dire, Grazi, maintenant, ok, t'as de la haine en toi, mais il faut que tu te contrôles, il faut que tu avances, parce que non, tu n'es pas comme ça, tu ne vas pas frapper un enfant, tu ne vas pas faire de mal à qui que ce soit, en fait. Et donc, du coup, voilà, les choses se sont enchaînées. Et comment vous avez décidé que ce serait elle qui porterait l'enfant? Parce que c'est elle qui voulait, elle a toujours rêvé d'avoir un enfant. Donc c'était évident pour elle. C'était évident, oui. De vivre cette grossesse. Oui, tout à fait. Et vous refusez d'aller en Espagne ou dans un autre pays pour faire une PMA? Une PMA. Mais de base, c'est ce qui était prévu.
Mais en fait, le problème qu'on a rencontré, c'est le fait que le donneur soit anonyme. Et vous vouliez pas qu'il Et soit on anonyme. voulait pas. On voulait pas parce que moi, je savais ce que c'était. En grandissant, de ne pas savoir qui on est, de ne pas savoir qui sont nos géniteurs, tout ça, c'est compliqué quand même. Et alors, comment vous l'avez choisi, le donneur? Donc en fait, mon ex, elle avait une amie qui avait fait le don artisanal. Moi, je ne connaissais pas du tout non plus. Ah, je connais pas non plus. Donc elle m'a dit, voilà, en fait, c'est un donneur sur un site internet où il y a des forums, des fois comme ça, ou même ça peut être des gens de l'entourage, tout simplement, qui vont donner un don Faire un don de sperme. de sperme. Et ensuite, on fait un don à la maison artisanal, c'est-à-dire qu'on prend une pipette, on insémine, et après on attend que ça marche ou ça marche pas, quoi. Mais toi, t'y croyais pas. Mais pas du tout. Toi, tu te disais que c'était le laboratoire dans un film, que ça marcherait jamais. Ben oui, surtout que je savais très bien que ce genre d'acte, c'est très rare que ça marche dès la première fois, quoi. Et alors, je connais pas le sujet en profondeur, mais on est Ouais. d'accord que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal, c'est pas reconnu C'est par. interdit par la loi ou c'est pas reconnu? En fait, c'est pas reconnu. C'est-à-dire C'est pas qu'il y a, reconnu. enfin, tout le monde fait ça, enfin, en quelque sorte. Tout le monde fait comme ça parce que pour avoir la PMA, c'est cher. En France, c'était pas encore, la loi n'était pas encore passée. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, mon ex, elle me dit, je veux un enfant avant mes 30 ans. Parce qu'on avait 5 ans, on a 5 ans de différence. Ok, et vous l'avez trouvé sur Internet, ce On donneur? l'a trouvé sur Internet. Mais vous faites quand même, c'est pas encadré, donc on est d'accord. C'est Donc pas encadré, c'est pas dangereux en médical. plus. Hein. Voilà, dangereux, il y a des risques. Donc à ne pas reproduire. Voilà, non, Mais ne pas reproduire. vous faites les tests quand même Oui, oui, avec oui. lui, tout ça, médicaux, tout ça? Ouais, c'est ça. Vous regardez les antécédents? Exactement. On a fait un sort de contrat, nous. Un contrat stipulant comme quoi il ne voulait pas de coparentalité, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir des droits sur l'enfant, Qui ne réclamerait qu'il ne pas? réclamerait pas. Donc on a fait un truc et tout. Pas par avocat. Non, non. Ah oui, Non, c'était voilà. vraiment C'est pour ça. Mais en fait, ça s'est- artisanal. Voilà, artisanal. En fait, ça s'est enchaîné rapidement. Mais à ce moment-là, moi, j'étais complètement dans le déni. J'étais ailleurs. C'est-à-dire que les choses, elles s'enchaînaient. Et puis tu étais dans le projet avec elle. Voilà, moi, j'étais complètement. Je suivais, quoi. Et en fait, on a eu une première expérience avec les donneurs qui s'est mal passée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce donneur, il voulait pas. Après, il y a beaucoup de gens en fait qui sont malsains, qui juste veulent utiliser le rêve des personnes, enfin des mamans qui veulent avoir un enfant. Donc ils disent oui, j'aimerais coucher avec toi et tu auras mon don. Et c'est D'accord. complètement. Enfin, c'est pour ça que je ne le recommande pas. C'est pour ça aussi que je viens ici pour en parler, de pas faire ce genre de choses. Et donc en fait, le mec, il Parce voulait qu'ils veulent coucher juste avec coucher moi. en fait. Voilà, c'est ça. Oui, mais en attendant, il y a une femme qui est enceinte après. Oui, mais c'est qu'ils ils sont pas réglo. Enfin, c'est des personnes malsaines. Ils se rendent pas Ils se compte en rendent fait pas de compte tout ce du que tout. ça implique. Voilà. Donc nous, on était là, limite, on se posait des questions. Et elle disait, mais non, mais moi, je veux absolument avoir un enfant. Il faut qu'on trouve une solution. Et on se posait des questions. J'ai dit, mais attends, parce que le mec, il voulait coucher avec moi. Il voulait Pour que coucher toi, avec- tu portes l'enfant. Non, il voulait juste coucher avec moi pour donner le don à mon ex. J'ai dit, mais Ah ouais, en fait- c'était un deal quoi. Voilà, un deal. J'ai dit, mais en fait, gars, t'as rien compris, toi. J'ai dit, déjà, c'est pas moi qui veux tomber enceinte, c'est mon ex. Mais non, pas du tout, en fait, pas du tout. Donc on a dit stop, on a dit c'est bon, on va aller en Espagne, Ok. au moins ça sera réglo. Et j'ai dit ça va pas, c'est des fous, quoi. Donc on avait pris le rendez-vous pour aller en Espagne. Tout était casé, hein, tout était prêt, on allait partir en Espagne pour faire la PMA. Entre-temps, les choses passent, ça se passe pas bien dans le couple. Moi j'étais complètement en dépression encore une fois, j'étais complètement éteinte. Et elle me dit, d'un coup comme ça, elle me dit ouais, j'ai trouvé 2 donneurs. Je dis comment ça? J'ai cru qu'on arrêtait les recherches et qu'on allait faire la PMA comme on avait dit, quoi. Et elle me dit écoute, voilà, j'ai continué les recherches. Regarde. Je dis bon, ok. J'ai dit mais j'aurais préféré que tu me tiennes au courant quand même. Enfin, je sais pas. On est à 2. Et elle me dit ouais, bon, ok. Elle me regarde. Et en fait, on voulait que le donneur me ressemble. Donc c'est pour ça que c'est un truc de fou. Parce qu'elle voulait que le donneur me ressemble pour que l'enfant me ressemble. Et par la suite, là, elle veut plus que je sois dans la vie de mon enfant. C'est-à-dire qu'elle a choisi un donneur métis. Voilà. Donc C'est le ça. donneur, il est métis. Ok. Donc Et juste comment ça se passe? Pour ma compréhension, le donneur il vient à domicile. Donc en l'occurrence là où vous habitiez. alors là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un hôtel. Ok. Le donneur, il est arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire dans son tube. Après, Il se masturbe. Voilà, il se masturbe. J'ai pris la pipette.
On a fait on a couché ensemble avec mon ex et je lui ai inséminé la pipette. Mais le sperme, il ne faut pas qu'il soit dans un congélateur ou à une certaine Ben, température pour pouvoir être viable? ben justement, là, il fallait le faire du tac au tac. Donc lui, il a fini, hop, il est parti et nous, on a enchaîné derrière. Pendant qu'il fait son affaire, vous avez votre relation Non, amoureuse. on a attendu là. Là, on a attendu qu'il ait fini. On a fait on a couché ensemble et quand elle était suffisamment excitée, c'est là que j'ai inséré la pipette ben, Pour qu'elle tombe voilà, enceinte. pour qu'elle tombe enceinte. Et t'y croyais? Tu pensais que ça allait marcher? Pas du tout. Et ça a marché. Et ça a marché. Vous l'avez su combien de temps après que ça avait marché? Ben, juste avant d'aller en Espagne. Ben, juste avant d'aller à la PMA en fait. Elle l'a su combien de temps après qu'elle était enceinte? Quelques semaines? Quelques semaines après, ouais. Quelques semaines après. Et moi, je me suis... En fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais l'accompagner. De toute façon, ça ne va pas marcher du premier coup parce que ça ne marche pas comme ça. Surtout dans les conditions, ça s'est tellement enchaîné, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bah, tu veux faire quoi? Elle me dit, je veux qu'on le fasse. J'ai dit, bah, ok, bah, je t'accompagne, on y va, on le Il fait. était payé, ce donneur? Oui, après, on s'est arrangé. On s'est arrangé entre nous. Vous l'aviez payé combien? Alors là, on lui avait payé l'équivalent de l'essence, parce qu'après, lui, il était un peu plus loin. Donc, on lui avait payé l'essence. Et voilà. Hein, Ah, il peut-être réclamait même pas une somme particulière Non, non, en lui, échange de son don. lui vraiment, franchement, c'était un bon un bon donneur, parce que lui, vraiment, il a dit, moi, je vous donne. Je vous donne. Si ça ne marche pas, vous me recontactez, je vous redonne jusqu'à que ça marche. D'accord. Mais je ne veux pas de coparentalité, je ne veux rien du tout. Si l'enfant, plus tard, il veut savoir qui je suis, il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas la reconnaître, rien. Donc on a dit, mais lui, c'est parfait, il est nickel. Ok. Même s'il y a des risques, même si on a fait tout ce qu'il fallait et tout, Toi, tu la vis comment la grossesse de ta compagne à ce moment-là? j'étais complètement dans le déni. Jusqu'à 5 mois de grossesse, pour moi, je n'avais pas d'enfant. Enfin, je n'allais pas être mère. C'est-à-dire que je l'accompagnais à tous les rendez-vous médicaux, à tous les examens, toutes les échographies. Je voyais le fœtus, le nourrisson, enfin ouais. Mais pour moi, j'étais ailleurs. Je ne réalisais pas. Je ne réalisais pas du tout ce qui se passait. Donc je l'accompagnais tout simplement. Comment tu vis l'accouchement? T'es présente? À partir de 5 mois, du coup, là, je réalise, je fais ah ouais, quand je l'ai vu bouger dans le ventre, dans l'échographie, j'ai fait ah ouais, ok, attends, là, ok, je vais être maman. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'impliquer, c'est-à-dire que je parlais au ventre. Enfin, pour moi, j'étais trop contente. Et c'est vrai que mon ex, elle me disait voilà, ça va être trop bien, tu vas avoir ta propre famille. T'imagines? Et moi, je disais ouais, enfin, je vais avoir ma propre famille et tout. Donc du coup, j'y ai cru. Vous avez choisi le prénom ensemble? J'ai choisi le prénom. T'as choisi le prénom? Layana? Layana. Layana, pardon. Ouais. Donc j'ai choisi le prénom. Et c'est vrai qu'en fait, quand elle me disait... quand elle me disait... parce que moi, en fait, moi, je lui disais, écoute, moi, j'ai dit, je sais pas du tout comment je vais réagir. J'ai dit, tu sais, il y a plein de choses qui vont me revenir, je le sais. De mon passé, je sais qu'il y a plein de choses qui vont me revenir. Donc, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tout ce que j'aurai besoin, c'est que tu me soutiennes. Parce que je sais que ça va être très difficile pour moi. Et elle m'a dit, mais bien sûr, bien sûr, je vais te soutenir. Je comprends tout à fait. J'en ai parlé énormément avec sa famille. Sa mère, j'étais très proche avec sa mère. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses. Et sa mère, c'est pareil, je lui disais, moi j'ai peur, j'ai vraiment peur, je ne sais pas comment je vais réagir, j'ai peur. Elle me dit, mais t'inquiète pas, on sera là pour t'accompagner, tu sais, tu fais partie de la famille, tu es des nôtres, on t'aime. Et du coup, même sa mère, elle m'avait fait la promesse, j'ai dit, mais imagine si ça se passe pas bien avec mon ex, est-ce que si elle me rejette encore dehors, comment je vais faire? Et elle me dit, non, elle me dit, mais il est hors de question que si elle te laisse dehors, qu'on ne réagisse pas. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, vous n'aviez pas de formalité, il n'y avait pas de droit, tu n'avais pas de droit particulier sur cet enfant, mis à part ton ex qui était la mère, d'accord? Mis à part un accord entre vous, un accord moral. Ouais, au début, ouais, c'était ça, parce que du coup, vu que voilà, c'est vraiment compliqué. Hein. Le fait que moi j'ai été adoptée, que je voulais pas que Layana elle porte mon nom de mes parents adoptifs. Mais après, c'est moi qui étais bête, parce que j'aurais pu très bien
exact. laisser le nom. Mais c'est pas grave, tu savais pas. Voilà, je C'est-à-dire savais que tu pas. voulais, pour expliquer, tu voulais d'abord changer toi ton nom de famille C'est ça. pour que la Juste la petite reconnaître. puisse avoir, au moment où tu ferais les papiers administratifs pour l'adoption Ouais. de ta propre enfant, Mm. porter le nom de ton naissance. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement Voilà. ça. Donc j'ai dit, ben, en attendant, ok, j'ai dit, je la reconnais pas, mais voilà, j'ai dit, tu me la fais pas à l'envers, voilà, d'un coup de plus avoir, enfin que je puisse plus l'avoir quoi. Elle me dit non, jamais, jamais de la vie, je te ferai ça, jamais. Et j'ai dit, bon, ok, très bien, bon, comme ça, ben, au pire des cas, on se mariera et je l'adopterai, comme ça sera mon enfant, mon enfant. Pendant combien de temps tu as été sous le même toit que ton enfant, cet enfant? Quelques mois? Quelques mois. Quelques mois? Quelques mois, et en fait, les quelques mois ont été très difficiles parce que du coup, la Yana, elle était pas bien, elle avait des coliques, elle était très stressée, tout ça, et elle ne voulait pas ni le biberon ni la tétine. Donc moi, en fait, pour rentrer dans le truc, elles étaient comme ça. C'était difficile pour toi. Ça a été très difficile. Mais tu avais quand même ce lien, cet amour. Ben, au début, non, en fait, comme je t'ai dit, j'étais complètement dépassée par la situation. Je n'arrivais pas à réaliser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me voyais au-dessus de moi. Oui. J'étais un zombie. J'étais comme ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Et puis arrive la rupture. Et en fait, la rupture, ouais, elle a. Parce que voilà, en fait, elle n'a pas supporté que je sois complètement dépassée. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, c'est pas que j'ai fui, mais presque, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, donc je partais de la maison. J'avais besoin de souffler, parce qu'elle me mettait toujours la pression, la pression. Elle a fait un baby blues, mon ex, elle a fait un baby blues, donc ça a été très dur pour toutes les deux de gérer. Et en fait, le fait que je sois hypersensible, du coup, je prenais tout. En fait, c'est ça, je prenais tout, Mhm. tout, tout, tout. Et Mais elle t'a refait le coup que tu redoutais en te disant c'est terminé, tu te casses. c'est ça. C'est Mais exactement est-ce qu'elle t'a verbalisé? Est-ce qu'elle t'a dit tu verras plus l'enfant? ça. Mhm. Elle te l'a dit. Oui. Ah oui, oui. Elle m'a dit, on n'est plus une famille. Layana, c'est ma fille. Ce n'est pas ta fille. C'est marqué nulle part que c'est ta fille. Donc, voilà. J'ai même pas les mots. Et ça, tu le vis comment? Ça fait combien de Ouais. temps que tu es dans cette situation-là? À quel âge la petite? Là, elle a plus d'un an passé maintenant. Et en fait, c'est à partir. Parce qu'au début, en fait, je la gardais de temps en temps. Ah, c'est Layana. tout frais, hein? Ah oui, oui, c'est pour ça que je te dis, là, je sors d'un petit peu de la dépression. Enfin, c'est un peu compliqué, mais j'ai perdu le fil. Mais, Elle te faisait la garder de temps en temps? voilà, elle me la faisait garder de temps en temps. Et j'ai dit, écoute, j'ai pas confiance en moi. Enfin, ça se voyait, j'étais mal à l'aise. J'étais pas bien. C'est vrai, je le reconnais, je l'ai toujours dit. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est que tu me guides, en fait. Dis-moi comment je dois faire, qu'est-ce que je dois prendre. Mais arrête de tout le temps me dire, tu sais pas faire, t'es une mauvaise mère. Regarde, elle pleure, tu ne réagis pas. Regarde, Layana, elle ne t'aime pas. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas lui dire ça en sachant que là, pour l'instant, elle ne comprend pas, c'est très bien, elle est petite. Mais plus tard, tu vas lui dire, ta mère, elle t'aime pas, elle va le croire. Donc j'ai dit, arrête de faire ça. Elle me dit, oui, mais bon, je rigole, ça va, nanani, nanana. J'ai dit, non, je dis, franchement, j'ai dit, ça se voit que tu rigoles pas, en fait. Plusieurs fois, donc je la gardais, je dis, s'il te plaît, je dis, j'aimerais bien la garder une journée. Voir comment je me débrouille du matin jusqu'au coucher. Mais elle voulait pas me laisser. Elle voulait pas me laisser. Après, elle disait à tout le monde qu'elle s'en occupait toute seule, donc notamment sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, on a été connus en quelque sorte ensemble sur les réseaux. Donc forcément, tout le monde nous suivait. Et du coup, à chaque fois, quand il y avait des questions-réponses, oui, tu t'occupes, comment ça se passe avec l'enfant, avec Layana, tout ça. Elle me disait, oui, je gère très bien, je m'en occupe toute seule. Donc moi, j'ai eu une vague de haine énorme. Je me suis fait lyncher de partout. Et après, avec le recul, je me suis dit, mais en même temps, Grazie, c'est ce que tu montres aussi. C'est vrai que je me montrais en soirée, mais après, les gens, ils ne voyaient pas comment j'étais réellement en soirée. Je pleurais, je te promets, je faisais que pleurer. Mes amies, elles me voyaient sombrer, elles ne savaient pas quoi faire pour moi. Elles ne savaient plus quoi faire. Et là, ça fait, au moment où on enregistre, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Layana? Ça fait plus de 8 mois en tout. Tu en souffres? Énormément. T'as un manque?
fait, j'arrive pas à avancer, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, je me dis, il faut que j'en parle parce que j'en peux plus. Mais tu as essayé de parler, tu as essayé Oui, de j'ai lui, tout essayé. avec, je sais pas, de la toucher avec les mots, lui Oui, dire que tout. tu en as besoin, que c'est J'ai tout, vital, c'est viscéral. j'ai tout fait. Ça, Et qu'est-ce qu'elle te dit? tout essayé. J'ai essayé de contacter sa famille. Ils t'ont dit quoi? Sa famille, ils m'ont tous tourné le dos. Malgré les promesses qui avaient été faites, que tu nous as relatées? Oui, Est-ce qu'on te répond quand t'appelles, quand t'écris? non. Non. Donc tu te sens impuissante. Et en fait, j'ai commencé à parler sur les réseaux parce que j'étais complètement désespérée. Est-ce que tu as été contactée depuis que tu parles sur les réseaux? Non. Non. Ok. Enfin, si, en fait, tout ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut que j'arrête de parler d'elle. Que si je veux la revoir, il faut que j'arrête de parler d'elle sur les réseaux. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je- Tu te sens complètement impuissante. Tu crois pas ce qu'on te dit, c'est ça? Donc j'ai tout essayé. J'ai envoyé un message à toute sa famille, à sa mère. J'ai dit, mais sa mère, elle m'aimait. Enfin, j'avais l'impression. Donc j'avais réussi à parler à sa mère au bout de quelques mois parce qu'en fait, ça a été radical. C'est-à-dire que on s'est séparés, on a pris la décision de se séparer. Et par la suite, en fait, ça se passait très bien. Là, franchement, la rupture, elle s'est faite dans la meilleure des situations. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je serai encore là parce qu'on est une famille. Je ne te lâcherai pas. La rupture a été très difficile. Moi, j'ai pleuré ma race, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Je voulais pas la quitter. Mais par rapport à ses traumatismes à elle, je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas. C'était toujours ses projets à elle. Et moi, j'ai dit, mais j'ai mes projets, bordel. Moi aussi, il faut que je fasse ma vie. J'ai dit, je vais faire mes projets, mais peut-être que je vais revenir et on recontinuera notre histoire. Pour moi, c'était pas forcément terminé en réalité. Et sa famille, du coup, ça a été radical. Je n'ai plus eu aucune nouvelle à partir du moment où j'ai pris mon appartement. Parce que voilà, il faut savoir que du coup, elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu dégages, encore une fois. Donc là, j'ai dit, mais attends, là, c'est trop. J'ai dit, tu vas pas encore me refaire le même coup. J'ai dit, je vais où? J'ai dit, je vais où? Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'avais des économies. Donc, je suis allée Airbnb en Airbnb. Je suis allée squatter chez des collègues. J'ai dormi quelques jours dans ma voiture. Mais personne ne le savait. J'ai rien dit à personne. Et donc, du coup, j'ai essayé de parler à sa mère. Parce que du coup, je me dis, mais pourquoi je comprends pas pourquoi personne ne me répond. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je ne peux plus voir Layana? Pourquoi elle ne me répond pas? Et jusqu'au jour où elle m'appelle, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi en fait. Pourquoi tu ne me réponds plus? Pourquoi je ne peux pas voir Layana? Et c'est là qu'elle m'a dit, elle me dit, non, t'es plus personne. Nanani, nanana. Et donc tu je te ne sens sais pas. impuissante parce que, enfin, juridiquement, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, au niveau de la loi, t'as pas de droit Voilà, je n'ai pas de droit. sur cet enfant. C'est ce qu'on disait en Voilà, intro. T'as c'est que ça. ton amour et tes yeux pour pleurer. C'est ça. Et sauf que du coup, quand j'ai appelé, j'ai réussi à avoir sa mère au téléphone. Et ben forcément, c'est mon ex, c'est sa fille. Mais je me suis dit quand même, je pensais que j'étais quand même estimée dans cette famille. Parce que c'est la première fois où je me confie à eux aussi, en disant que j'avais du mal à m'intégrer dans une famille, parce que je sais que ça finit toujours comme ça. Et ils m'ont dit, non, non, t'inquiète pas, je te le promets que tu fais partie de la famille. Je me rappelle, je leur avais même fait un discours pour leur dire, ça y est, je me sens enfin dans la famille. Et j'avais pleuré. Et je dis, voilà, merci de m'accueillir. Enfin, alors que ça faisait 5 ans que j'ai de relation. Hein. Ça faisait à partir de 5 ans de relation que j'ai enfin pris la décision de me dire, ah, ok, ça y est, je fais partie De d'une famille. l'accepter. Je suis acceptée. Maintenant, détends-toi, quoi. C'est bon. Ils vont pas t'abandonner. Et quelque part, si je comprends bien, si t'es là, c'est parce que c'est quoi? C'est un appel? C'est un appel, oui. C'est un cri d'alarme? T'as besoin de faire passer un message? Oui, D'ailleurs, t'as écrit une lettre, tu oui, m'as tout à confié. fait. Ouais. T'as écrit une lettre que tu souhaites lire, tu souhaites t'adresser à qui? Je souhaite m'adresser à ma fille, à Layana. Parce qu'en fait, je sais que les réseaux sociaux, il y a toujours une trace. Donc je me dis, maintenant, Grazi, il faut que tu avances en fait. Là, tu peux plus rester comme ça, il faut que tu avances.
envoie ton message et peut-être que plus tard, elle reviendra me voir. En sachant que après, j'ai quand même, je me suis renseignée. J'ai quand même certains droits. Parce que là, ce qu'elle fait, elle me privait de ne plus voir du tout ma fille. Elle n'est pas dans son droit, en réalité. Donc ça veut dire que tu as entamé des actions? Alors, encore une fois, comme je t'ai dit, je garde espoir tous les jours. En faisant des actions, en lui disant, je ne perdrai pas espoir. Regarde ce que je fais. Dernièrement, je lui ai envoyé des vêtements. C'est ça aussi qui m'a tuée là. Je lui envoie des vêtements, mais elle me les a renvoyés. Donc, en fait, à chaque fois, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et donc, je me dis, le problème, c'est que si la justice s'en mêle, elle peut être aussi en tort, quoi. Donc, c'est pour ça que je garde espoir que ça se fasse à l'amiable, que comme ça, parce que moi, le truc, c'est qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne veux pas lui enlever sa fille, en fait. Je veux juste être impliquée dans l'éducation de Layana, tout simplement. Donc c'est pour ça que ouais, je lui ai fait une lettre pour que plus tard elle puisse le voir, quoi, et que je sois enfin libre, en fait, et que j'avance. Tu peux la lire si tu veux. Je vais essayer de ne pas pleurer, encore une Donc fois. c'est une lettre que tu as écrite pour Layana. Layana. Ouais. Alors c'est parti. Désolée, je prends un peu le temps. Tu prends le temps qu'il te faut. Ok. Alors, pour Layana. Layana, ma fille, mon trésor, je te lis ce texte aujourd'hui pour t'expliquer certaines choses. Durant des semaines, j'essaye de trouver les mots justes pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé en tournant tous les mots et toutes les phrases, mais je me dis que la meilleure façon, c'est de te dire les choses comme je le ressens tout simplement. Les vidéos sur les réseaux sociaux gardent une trace indéfiniment et j'espère que tu tomberas un jour sur ce long témoignage retraçant mon parcours et parlant de ton arrivée parmi nous. Je suis mitigée sur l'envie que tu tombes sur ma vidéo aujourd'hui car d'un côté tu risques d'être très déçue par tout ce que tu vas entendre, mais d'un côté contente car tu sauras enfin la vérité, ma version de notre histoire avec ta mère et moi-même. Tout d'abord, Layana, sache que c'est moi qui t'ai choisi ton prénom et il te va à merveille. Sache que rien n'est rien de ta faute. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Dès le moment où j'ai compris que tu étais en train de te développer dans le ventre de ta mère, je l'ai su de suite que j'allais t'aimer d'un amour inconditionnel, et même plus que moi-même, à vrai dire. J'ai commencé dès lors à te parler à travers cette couche de peau, et à chaque fois que je te parlais, tu parlais de l'air de dire « Oh, je t'entends » et je te faisais écouter mes musiques préférées, et tu tapais encore plus fort d'un air de dire cette fois-ci « J'adore cette musique, j'ai envie de danser moi aussi », même si tu ne savais pas encore ce que c'était. Le 29 mars 2022, après des heures d'attente, de fatigue et de douleur, tu pointes ton bout du nez à 18h18, je l'ai vu, même s'ils ont noté 18h19, mais moi je sais que c'était 18h18. Donc à chaque fois qu'il y a cette heure miroir, je pense à ce jour où tes yeux se sont posés sur moi, ton regard m'a transpercé le cœur d'un amour si intense. Mais aujourd'hui, Layana, je suis désolée. Je viens te dire pardon. Pardon pour toutes ces fois où tu pleurais et que je restais tétanisée devant ta détresse. Pardon pour toutes ces fois où tu pleurais et que je te laissais à ta mère te rassurer car j'avais peur j'avais peur de te faire de mal et ça constamment. Pardonne-moi de ne pas avoir su avoir assez confiance en moi pour oser m'affirmer en tant que ta maman devant ta mère, mais devant toute la famille. Pardonne-moi de ne pas avoir pu demander de tes nouvelles les quelques mois après mon départ de la maison. J'étais dans une situation très compliquée, je n'avais plus de maison, j'étais très stressée mais je pensais énormément à toi. Excuse-moi de ne pas avoir réussi à créer de lien avec toi dès le début, je m'en suis beaucoup voulu pendant des mois, j'avais l'impression d'être une mauvaise mère.
Layana, excuse-moi de ne pas t'avoir reconnue comme étant mon enfant. Tu comprendras plus tard pourquoi je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, je le regrette énormément de ne pas avoir eu cette conscience de me protéger pour avoir des droits sur toi. Je te demande pardon de ne pas avoir su gérer mes traumatismes d'enfance, ce qui m'a empêché de vivre pleinement mon rôle de mère. Mais je n'oublie pas tous ces moments de jeu et de taquinerie le matin en te levant et le soir avant de dormir. Toutes ces fois où je te lisais des histoires, c'était nos moments à nous. Il n'y avait que toi et moi contre le reste du monde. Tu sais, je me rappelle aussi de cette dernière fois où je t'ai vue, c'était pour tes 1 an. J'avais cette sensation que ça allait être la dernière fois que j'allais assister à un de tes anniversaires. Tu étais très malade ce jour-là, tu avais de la fièvre. Après avoir soufflé ta première bougie et ouvert mes cadeaux, je t'ai prise à part car nous n'étions pas seuls. Pour qu'on soit que toutes les deux, car je voulais te dire dans l'oreille, et c'est ce que je t'ai dit mot pour mot, Layana. Maman t'aime du plus profond de son cœur. Je ne t'abandonne pas. Je t'en fais la promesse. Je suis désolée. Allez. Je t'en fais la promesse que je me battrai quoi qu'il arrive pour toi. Je ferai trembler la terre s'il le faut, car je t'aime. À ce moment-là, j'avais la gorge serrée et malgré que tu sois malade, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as mis ta si douce main sur mon visage comme pour me dire « Mais maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi es-tu si triste? Ça va aller. » Je sentais que mes larmes me montaient. Je t'ai alors laissé à ta mère. Je suis partie rapidement pour ne pas craquer devant toi. À peine ayant franchi la porte, je me retourne une dernière fois et te vois me regarder par la fenêtre avec un petit sourire. Et de là, je me suis effondrée car ça y est, j'ai compris que je n'allais plus te revoir. Que ce sera la dernière fois que je te verrai. Tout était déjà prévu. Et ce jour-là, mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Et depuis, des mois et des mois passent sans ton absence. Je ne te vois pas grandir. Tes cheveux ont poussé, j'imagine. Tu dois maintenant savoir marcher et dire quelques mots. Et en attendant, je ne suis pas là pour voir tout ça. Et ça m'empêche d'avancer. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec ta mère ni avec ta famille. C'est vraiment très compliqué, mais je ne lâcherai pas pour autant. Car nous ne méritions pas d'être séparés, ma fille. Juste car j'avais des traumatismes. Tu m'as prouvé que je pouvais enfin être aimée, sincèrement. Et je t'en remercierai jamais assez pour l'amour que tu m'as donné en si peu de temps ensemble. Tu sais, mon trésor, mon combat sera très difficile et long pour que je puisse à nouveau t'avoir dans mes bras. Mais tu mérites tellement que je me batte pour toi. Tu mérites tout l'amour et la bienveillance de toute la terre. Un jour viendra, tu voudras sûrement me voir peut-être. Tu essaieras de me rechercher, de trouver ton deuxième parent. En tout cas, sache que je t'attendrai et que durant tout ce temps, je ne cesserai de penser à toi, ni même de t'aimer. Layana, ma poupille, ma bataille, je t'aime, de ta maman qui t'aime énormément. Voilà. Ça va. Ouais, c'était dur, mais ça va mieux. Oh la vache. Merci Grady pour ton Merci, Sam. témoignage. Merci beaucoup. Tu m'as beaucoup touché, moi aussi. Toute ton histoire depuis le début, et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour toi Aussi. et que tu pourras avoir cet enfant et que ça pourra se faire de façon apaisée pour que tout le monde puisse se sentir bien et puisse se sentir heureux. Mais je l'espère aussi. Merci en tout cas. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, Grady. Ton compte Instagram, c'est Grady da Silva Lopez. Oui. Et ton compte TikTok, c'est Grady da Silva Lopez. Oui. Merci pour la confiance que tu as accordée à ma communauté et à moi-même. Oh, tu m'as touché. Attends. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Sam. À bientôt. Bye bye.